Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation d'une vaste fonctionnalité de mon logiciel, la fonctionnalité de génération alias préprocessing de texte ou de code. Le but principal de cette fonctionnalité est en quelque sorte de permettre à l'utilisateur de créer et ajouter un nouvel élément de langage à un langage préexistant, et bien sûr de pouvoir ensuite utiliser ce nouvel élément de langage. Alors pour des raisons didactiques, la partie création d'un élément de langage sera traitée dans une prochaine vidéo. Dans cette vidéo, on va supposer qu'un élément de langage a déjà été créé, et je vais donc directement vous montrer comment l'utiliser. Enfin, le but de cette vidéo étant de donner rapidement une vue d'ensemble de l'utilisation d'un élément de langage, veuillez bien garder en tête que la démonstration se basera sur un exemple simplifié d'utilisation, c'est-à-dire qu'il y aura des aspects et des problèmes qui ne seront pas abordés dans cette vidéo. Allez, que la démonstration commence. Pour vous mettre en situation, imaginez que vous voulez créer une caisse automatique. Alors je ne parle pas de cette caisse automatique qui n'existe actuellement que dans un seul magasin à Seattle, où il suffit de passer dans un petit couloir pour payer tous vos articles d'un seul coup. Non, pour notre exemple, je parle des caisses automatiques très répandues et dont la fonction principale est de permettre au client de faire la tâche d'un caissier, sauf quand la machine a un problème, où là, un vrai caissier intervient pour régler le problème. Alors pour concevoir cette machine, j'imagine que vous allez sûrement commencer par imaginer un scénario d'utilisation que vous allez poser sur le papier par exemple, en utilisant un certain schéma de pensée, et plus particulièrement un schéma de conception comme par exemple celui qu'on nomme machine à état. Alors si vous ne savez pas ce qu'est une machine à état, pas de problème, car au fur et à mesure que je vais raconter le scénario d'utilisation de la caisse automatique, je vais construire la machine à état correspondante, et donc à la fin du scénario, vous saurez ce que c'est. Débutons le scénario. On démarre la caisse automatique. Elle est alors dans un état que je vais nommer idle, comme le veut la tradition anglophone, ce qui veut dire oisif en français. Ensuite, un client appuie sur l'écran tactile de la caisse automatique, ce qui provoque le changement d'état de la machine vers l'état nommé lecture code barre. Ensuite, on imagine que l'utilisateur passe un article devant le lecteur de code barre. L'état de la machine devient mesure du poids de l'article. Ensuite, l'utilisateur pose l'article sur la balance, et si le poids est le bon, l'état redevient lecture code barre. Mais on peut aussi imaginer que le poids ne corresponde pas. Dans ce cas, la machine passerait dans l'état attente de résolution par le caissier. Ensuite, le caissier vient et résout le problème, et la machine revient dans l'état lecture code barre. Et on peut imaginer une boucle similaire dans le cas où il y a une erreur lors de la lecture du code barre, ce qui donne cette transition-là. Et enfin, il doit être possible de reboucler sur l'état initial en passant par un état paiement. Bon, supposons maintenant que le graphe de la machine à état vous semble correct sur le papier, et que vous voulez donc saisir cette machine à état informatiquement en tant qu'objet d'un certain document. Alors je reste vague exprès, puisqu'en fait ce document peut aussi bien être une spécification fonctionnelle ou formelle, ou bien il peut être une modélisation exécutable ou non, ou bien ça pourrait être directement le code de programmation de la caisse automatique, dans le cas où il n'y aurait pas besoin de faire une spécification ou une modélisation au préalable. Alors dans cet exemple, on va supposer que l'on va saisir les informations présentes dans ce graphe directement dans le code de programmation. Et on va aussi supposer que le langage utilisé est le VHDL. Alors effectivement, ça peut paraître bizarre de choisir ce langage pour cet exemple, mais ça n'a aucune importance, c'est juste pour se fixer les idées. Passons maintenant sur Quercy et utilisons l'élément de langage machine à état, qui je vous le rappelle a déjà été créé pour des raisons didactiques, et cela afin de générer automatiquement le code VHDL de la machine à état. J'ouvre alors le fichier VHDL dans lequel je veux coder la machine à état, et ensuite imaginons que je vais écrire le code de la machine à état ici. Alors petite parenthèse pour les connaisseurs du VHDL, il faut imaginer que ici, c'est dans le body d'une architecture. Et veuillez bien garder en tête qu'il s'agit d'un exemple simplifié. Fin de la parenthèse pour les connaisseurs du VHDL. Poursuivons en appuyant sur la touche $ ou bien F1 sur le clavier. Je reviendrai plus tard sur cette commande spéciale. Et alors l'éditeur vous demande de saisir l'identifiant de l'élément de langage que vous voulez utiliser. Cet identifiant est en quelque sorte le mot-clé de l'élément de langage. Tout comme le mot-clé classe est le mot-clé pour écrire une classe en Java, par exemple. Donc là, il suffit de savoir que la personne qui a créé l'élément de langage machine à état l'a nommé avec l'identifiant FSM, qui est le sigle signifiant machine à état en anglais et qui est très utilisé académiquement. Donc j'écris FSM. Ensuite, on valide. Et voilà, vous pouvez voir que l'éditeur a inséré une sorte de formulaire de création d'une machine à état. Et vous pouvez remarquer que ce formulaire respecte un format proche du JSON. Alors si vous connaissez le JSON, vous pouvez passer les 60 prochaines secondes, et pour les autres, vous allez voir que ce n'est pas bien compliqué.
Le JSON, qui est le sigle de JavaScript Object Notation, c'est un mini-langage très utilisé notamment dans le web pour transmettre des objets informatiques. Alors, il faut savoir qu'un objet informatique a en général un certain nombre fixe d'attributs, et qu'un attribut porte un nom et qu'il contient une donnée qu'on appelle en JSON une valeur. Alors pour écrire les données contenues dans un objet en JSON, on écrit un attribut comme cela, donc son identifiant, de point sa valeur. Et s'il y a plusieurs attributs comme cela, on les sépare par des virgules. Voilà. Et enfin, on met le tout entre accolades pour représenter les limites de l'objet. Enfin, il reste à définir ce que peut être la valeur d'un attribut. Eh bien, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un type primitif, comme un nombre entier, une chaîne de caractères, ou bien ça peut être un objet, et donc je vous renvoie à ce que j'ai dit précédemment. Et enfin, une valeur peut être une liste de valeurs, c'est-à-dire une liste d'objets, une liste de type primitif. Côté syntaxe, cette liste de valeurs va être comme cela, c'est-à-dire les valeurs vont être séparées par des virgules, et le tout va être non pas entre accolades comme pour les objets, mais entre crochets, comme cela. Alors si on revient à mon logiciel, il faut savoir que le langage à utiliser n'est pas tout à fait du JSON, car en plus des types primitifs, nombre entier et chaîne de caractères que peut avoir une valeur, il y a aussi le type identifiant. D'ailleurs, si on survole cet attribut par exemple, on peut voir un tooltip qui nous informe que cet attribut est du type identifiant. Autre différence par rapport au JSON, dans ce langage, il n'y a pas que les attributs comme ici qui peuvent porter un identifiant, il y a aussi les valeurs d'une liste de valeurs, comme ici et ici. C'est pour ça qu'il y a 2 points ici. Et donc dans notre exemple, grâce à ces 2 points, on peut comprendre que l'on doit nommer les états de notre machine à état. Bon, maintenant revenons à notre caisse automatique. Dans ce formulaire, je vais rapidement réécrire les informations contenues dans ce graphe que j'ai fait au brouillon. Commençons par assigner le premier attribut. Il s'agit de l'état initial, ou plutôt de l'identifiant de l'état initial, comme nous l'indique le tooltip, et donc j'écris idle. Passons maintenant au deuxième et dernier attribut de notre machine à état. Comme son nom l'indique, il s'agit de spécifier la liste des états de notre machine à état. La première ligne du tooltip associé à cet attribut nous informe que c'est une liste de transition. Et donc, on peut en déduire que cet objet-là ou encore cet objet-là est une transition. Et si cela ne suffit pas car vous n'êtes pas très familiarisé avec le concept de machine à état, vous pouvez toujours lire le tooltip qui affiche la documentation qui a été associée par le créateur de l'élément de langage à cet attribut. Bon, ici je vais supposer que vous savez ce qu'est une transition d'un état vers un autre, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez mettre pause pour lire l'exemple. Alors ensuite, pour écrire la spécification, on voit que dans la liste des états, il manque des états, il n'y a que 2 états, et que dans les listes des transitions, il manque des transitions, il n'y a qu'une transition par liste. Et bien sachez que c'est extrêmement simple d'ajouter des éléments vides à une liste, puisque par exemple si vous voulez ajouter des transitions à cet état-là, et bien il suffit de se placer sur une transition et d'appuyer sur Entrée. Voilà. Vous pouvez ajouter des transitions, et pareil pour les états, placez-vous sur un état, et voilà, vous pouvez ajouter des états en appuyant sur Entrée. Bon voilà, j'ai à peu près tout dit sur la partie saisie de spécification, avec cet exemple de machine à état. Donc je vais pouvoir écrire en accéléré les informations présentes dans ce brouillon, dans la représentation textuelle qui est ici. Voilà, il me semble que c'est bon. Alors une petite remarque en passant, vous pouvez voir que là, en tant que condition de sortie de l'état paiement, j'ai écrit ça, pour illustrer le fait qu'on peut écrire entre parenthèses directement du code VHDL, puisque le type de cet attribut, condition, est string, donc chaîne de caractères, comme le montre ce tooltip. Je vais donc maintenant lancer la génération de code de la machine à état correspondant à cette spécification, en appuyant sur le bouton sauvegarder ici. Ah, et là on peut voir que des choses ont été surlignées en rouge, et si on passe le curseur dessus, on voit un tooltip, donc un message d'erreur, qui nous dit que cet identifiant doit identifier un élément de la liste nommée état, donc c'est-à-dire cette liste-là.
Et donc grâce à ce message, on peut comprendre qu'effectivement, j'ai oublié de saisir les informations correspondant à cet état. Donc il manque un état dans cette liste. Donc je vais le rajouter. Et bien sûr, vous comprendrez dans la partie création d'un élément de langage comment ce message a pu apparaître. Et par ailleurs, si j'avais fait une faute de frappe, disons sur l'identifiant de l'état initial, par exemple j'avais écrit un 2 comme ça, alors on aurait pu voir un message d'erreur du même type. Bon, je pourrais encore vous montrer quelques messages d'erreur de ce type, mais ce n'est pas le but de la vidéo, donc passons à la suite. Alors ensuite, si aucune erreur n'a été détectée, les informations que vous avez saisies sont passées au générateur de code de la machine à état, et il faut savoir que ce générateur de code, qui peut être créé par un utilisateur, peut lui aussi afficher des messages d'erreur comme ceux que nous venons de voir sous la forme de tooltip. Alors pour cet exemple, je n'ai pas trouvé de message d'erreur vraiment pertinent, donc j'ai créé un message un peu idiot pour illustrer cette possibilité. Et donc voilà ce message. Donc ça nous dit que l'état initial, enfin l'identifiant de l'état initial doit commencer par une lettre majuscule. Donc je mets une lettre majuscule, et donc là aussi, et donc là aussi. Et voilà. Comme cette fois il n'y a pas eu d'erreur de génération de code, et bien dans la zone de texte qui est apparue ici dans l'onglet du fichier que l'on a ouvert, est apparu le texte qui a été généré par le générateur de code. Alors effectivement, ce n'est pas du VHDL ça, mais peu importe. Le but est juste de comprendre la fonctionnalité. Donc là, il faut juste comprendre qu'il y a un autre utilisateur de ce logiciel qui a créé le générateur de code, que ce générateur de code a accès aux informations que vous avez saisies ici, et que le générateur de code va simplement mixer ces informations avec d'autres informations. Il peut notamment y avoir parmi ces autres informations les valeurs par défaut concernant l'implémentation en VHDL que vous voulez. Par exemple, une valeur par défaut que l'on n'a pas besoin de saisir ici, pourrait être le fait de spécifier si c'est sur front montant ou front descendant de l'horloge que vous voulez synchroniser les signaux. Ceux qui connaissent le VHDL comprendront ce que je viens de dire. Alors jusqu'à maintenant, vous avez pu voir qu'il se passe beaucoup de choses lorsqu'on appuie sur le bouton sauvegarder. Eh bien ce n'est pas tout, puisqu'en fait, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais depuis que j'ai appuyé sur ce bouton, le nom de l'onglet a changé ici. Ça veut dire que le fichier qui est ouvert dans cet onglet n'est plus le fichier .vhd que j'avais ouvert au début. Maintenant, c'est un fichier qui a été créé automatiquement par l'éditeur. Ce fichier porte le même nom que le fichier initial, sauf que l'extension .eyelet a été rajoutée. Et si on regarde dans le dossier qui contient le fichier initial, on voit que le fichier .eyelet a été rajouté dans ce même dossier. Alors quelle est la logique derrière tout cela? Eh bien, vous allez sûrement comprendre la logique avec une analogie. L'analogie est celle de la compilation. Considérons un programme écrit en langage C que vous avez compilé, c'est-à-dire que vous avez traduit le code C en code machine en utilisant un compilateur. Et bien par analogie avec cela, lorsque vous ajoutez un élément de langage au VHDL, vous avez en quelque sorte créé un nouveau langage qui va être entre guillemets compilé en vrai VHDL en utilisant ce générateur de code. Et ce code généré VHDL correspond au code machine dans l'analogie. Et alors, conclusion de l'analogie, tout comme le code machine qui sort d'un compilateur n'a pas vocation à être modifié par l'utilisateur, cette zone de texte ici est en lecture seule, et par ailleurs, on peut remarquer que l'arborescence qui est à gauche ici n'a pas changé, alors que le fichier .eyelet a été créé. Eh bien, ce n'est pas qu'il faille rafraîchir l'affichage de cette arborescence de fichier, mais c'est simplement parce que cet item-là ne fait plus référence au fichier .vhd, mais à son homologue .eyelet. Et donc, si je ferme cet onglet et que, disons, bien plus tard, je le réouvre, eh bien, on ne devrait pas être trop surpris de voir que, à gauche, dans la partie éditable, on retrouve notre fichier .eyelet, et dans la partie droite, on retrouve le code généré, qui lui n'est pas éditable. Maintenant, si finalement je supprime l'eyelet, qui est ici, alors ce fichier .eyelet n'a plus lieu d'être, puisqu'il contient exactement ce que contient son homologue qui n'a pas l'extension .eyelet. Et donc, si on sauvegarde, vous pouvez voir que le fichier .eyelet a été supprimé automatiquement, et que l'on retombe donc sur l'état initial. C'est-à-dire que j'édite maintenant le fichier restant, c'est-à-dire le fichier .vhdl, et la zone de texte à droite de l'onglet a disparu. Et bien entendu, vous pouvez constater que le fichier demo.vhd.eyelet a disparu du disque dur.
Et c'est sur ce, ma foi, bien élégant rebouclage vers l'état initial de cette démonstration que se termine cette vidéo, qui, je le rappelle, a pour but de montrer le principe de fonctionnement de la génération de code de Carcy, et ce, du point de vue utilisateur d'un nouvel élément de langage. La prochaine vidéo sera bien sûr consacrée à la partie création d'un élément de langage, en se basant toujours sur cet exemple de machine à état servant de composant à une caisse automatique. Si vous avez des remarques, des idées ou des questions concernant cette fonctionnalité, s'il vous plaît, n'hésitez pas une seconde à m'en faire part dans les commentaires de cette vidéo. Et dans tous les cas, je vous souhaite à tous une bonne réflexion sur ce que pourrait vous apporter ce logiciel.